Bonjour, voilà, donc je suis Valérie de Connections à Louvain-la-Neuve. Je voulais vous souhaiter la bienvenue dans notre studio Corona. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Xavier Piron, qui est un ancien collègue de Connections à Louvain-la-Neuve et actuellement, donc, il est en Nouvelle-Zélande. Pour dire deux, trois mots sur la Nouvelle-Zélande, parce que Xavier en parlera bien mieux que moi. Donc, c'est un pays qui est situé donc, dans le sud-est de l'océan Pacifique, entièrement insulaire et composé de deux îles principales. L'île du Nord, qui s'appelle aussi Teika Maui, je ne sais pas si je le prononce bien, et alors l'île du Sud, Te Waipunamu. Donc, la Nouvelle-Zélande est très réputée pour sa grande variété au niveau nature, mais ça, vous en verrez plus loin. Et donc, il y a les Kiwis qui sont les habitants de la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est leur surnom. Voilà. Donc, bonjour Xavier. Salut Val. Kia ora. Je ne sais pas si c'est bien comme ça qu'on dit bienvenue. Enfin, je pense. Kia ora, oui. Voilà. Il roule les airs comme les Flamands un petit peu. Comme les Flamands. Ah, ben voilà. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et nous dire aussi pourquoi tu as choisi la Nouvelle-Zélande? Oui, donc, mais comme tu as dit, je suis ex-collègue, donc j'avais fait un stage avec toi à Connections Louvain-la-Neuve. Donc, il faut savoir qu'avant ça, j'étais photographe, donc j'ai un diplôme de photographe de l'INRACI. Et après Connections, après mes 3 ans de stage au total, enfin 1 an chez Connections et 2 ans USA Travel avant, je me suis dit que je voulais faire autre chose parce que j'aimais bien ça, mais être enfermé dans un bureau, ça me convenait pas. Je voulais revenir aux bases. Du coup, c'est de me rediriger dans la photo. Et ben, quand je fais de la photo de sport, en Belgique, c'est très dur de vraiment en vivre à temps plein. Du coup, j'avais été avec les États-Unis d'abord. Ils ont beaucoup de sport là-bas et je voulais partir là-bas. Mais j'ai fait mon travail de fin d'études aussi sur les États-Unis pour être guide aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte que les États-Unis, c'était peut-être pas une bonne idée à force de parler avec des gens. Je me suis dit, niveau sécurité sociale, tout ça. Et quand je vois maintenant ce qui se passe aux États-Unis, je me dis que j'ai peut-être bien fait en fait de pas aller là-bas. Euh, je me dis, c'est peut-être pas plus mal, au fait. Du coup, je voulais pas dans un pays où je comprenais pas la langue. Je voulais pas être dans un pays espagnol ou asiatique ou quoi, où je comprenais pas. Du coup, ça s'est rabattu sur Australie, Nouvelle-Zélande, que je connaissais déjà. Donc, je savais que j'aimais bien les deux. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était plus facile de trouver un boulot en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. Je pense qu'il y a peut-être moins de monde, un petit peu moins le rêve australien. Du coup, je sais pas, je suis venu ici. Et j'ai pas trouvé de boulot directement dans ce que je voulais, mais après 2 semaines ou 3 semaines de recherche, j'ai trouvé une petite boîte ici à Tekapo où je vis. Et en fait, il cherchait, donc c'est un fermier qui a lancé une petite boîte et il cherchait des guides pour lancer sa boîte. Dans un premier temps, donc, je suis guide astro, donc étoile, donc on fait du stargazing en anglais, comme ils disent. Donc je prends les touristes avec ou les clients et je leur montre le ciel nocturne et j'explique ce qu'on peut voir, comment bouge le ciel, comment tout ça fonctionne avec des télescopes. Et puis dans un deuxième temps, au bout de quelques mois, on a pu développer une deuxième activité en plus. Du coup, là, qui me parlait directement, donc avec un deuxième collègue, on a ouvert des workshops astrophoto où là, donc, on n'observait plus, mais on prenait des photos du ciel et où là, maintenant, donc, j'apprends aux gens à photographier le ciel nocturne. Donc, c'est à Tekapo, qui est une Dark Sky Reserve, donc c'est une réserve de ciel étoilé. Donc, toute la comté ici, on va dire, enfin, la ville et les villes aux alentours protègent la pollution lumineuse, enfin se protègent, et donc essaye de lutter contre la pollution lumineuse. Et donc, on a un des meilleurs ciels au monde ici pour observer les étoiles. Et donc, ça, c'est ce que je fais actuellement. Oh, mais ça a l'air bien passionnant en tout cas, hein. On espère pouvoir faire ça, un de ces quatre. Enfin, moi en tout cas. Ah, tu peux venir, évidemment. Ah oui, oui, ben, quand ce sera possible, avec grand plaisir. C'est pas pour Euh, tout de suite. Est-ce que tu peux aussi nous dire
comment toi, enfin, en tant que Belge, enfin, comment tu t'adaptes? Est-ce que c'est facile de s'adapter en Nouvelle-Zélande au niveau de la culture, enfin, avec les habitants? Comment ça se passe? Donc c'est pas difficile, en soi parce que c'est anglais, donc c'est un peu la même culture que chez nous. Il y a plus des indigènes, hein, entre guillemets, il y a plus de Maoris que ce qu'on pourrait avoir des Indiens aux États-Unis ou des Aborigènes en Australie. Les Maoris sont plus représentés quand même. Mais là où moi je vis, il y en a presque pas, enfin il y en a pas en fait ici. Dans les villes aux alentours, on a peut-être un petit peu, mais donc le gros des gens ici, c'est tous des expats ou alors c'est des Anglais de plusieurs générations, quoi. Donc c'est très anglais, donc ça nous ressemble pas mal. Ce qui est plus dur, par contre, pour moi, et bah, avec tous les gens que je discute, vu que je croise beaucoup de Français, d'Allemands, etc., ce qui retombe tout le temps quand même sur la table, c'est la bouffe. Ça, quand même, ça nous manque tous. La bouffe, ça, c'est Il quand n'y a même pas le de truc. Zanzibar dans le coin? Il y a pas de zanzi. On n'a pas de frites. Dire, on a des frites, mais genre mes colocs, on est à trois, genre mes colocs, ils font des frites au four, par exemple. Dire, c'est vraiment pas bon. C'est des conneries, mais genre le pain, c'est du pain de mie, donc c'est du pain toast. C'est vraiment dégueulasse. Pour le fromage râpé, moi je mange beaucoup de pâtes, donc le fromage râpé, ben, il n'y a pas de gruyère, il n'y a pas de parmesan, il n'y a pas d'emmental, c'est de la mozzarella râpée ou c'est du cheddar râpé, c'est vraiment dégueulasse. Euh, C'est comme aux donc voilà. States, ça? Ouais, c'est ça. C'est niveau bouffe, c'est pas. Maintenant, il y a moyen d'avoir de la bonne bouffe, mais alors il faut aller en ville. Et eux, ils ont des grands. Nous, en fait, ici, c'est comme si on avait. Enfin, je suis dans un petit village, on est 400 ici. Donc, c'est comme si on avait un petit proxy de l'Est, quoi. On n'a pas un méga carrefour. Donc, ça, il y a dans les grosses villes, mais du coup, c'est 1 heure et demie de route aller. Et là, il y a moyen d'avoir des bons restos, etc. Mais dans ce que Oui. j'achète comme ça tous les jours, on va dire, il n'y a pas. Après, voilà, on s'adapte, on découvre d'autres trucs qu'on connaissait peut-être pas, ou on s'habitue après à certains goûts. Donc voilà, on fait avec. Mais sinon, je dirais au jour le jour, non, c'est assez similaire à ce qu'on a de par chez nous. Juste qu'il faut parler anglais, évidemment, mais à part Ouais. ça, c'est similaire. Pour revenir juste un peu, enfin, tu parlais de ce que tu faisais. Anaïs, ta collègue aussi, enfin ton ex-collègue, te Oui. dit bonjour, bien sûr, et te demande, elle dit que voilà, vous faites des photos du ciel étoilé. Est-ce que vous fournissez le matériel ou bien le client doit l'avoir avec lui, doit l'apporter? Ah oui, donc ça c'est une bonne question. C'est une question qu'on a souvent, enfin que nos clients nous demandent souvent évidemment. Donc il y a plusieurs façons, on va dire, de photographier le ciel. Donc pour faire, sans rentrer dans les détails, mais pour faire très simple, soit on a un trépied et un appareil photo. Donc c'est la première étape. Du coup, la deuxième étape, si on fait ça, on peut faire des pauses courtes. Mais très vite, on s'aperçoit que vu que la Terre tourne, ben, les étoiles vont laisser des traînées. Du coup, il faut avoir ce qu'on appelle une monture équatoriale. Donc, on va mettre l'appareil sur une monture qui sera axée sur la rotation de la Terre. Et donc, la monture va tourner avec la Terre, ce qui va nous permettre de faire des pauses plus longues. Donc là, on a 2 montures équatoriales disponibles pour les clients, où là, ils peuvent juste mettre leur appareil photo dessus et ils peuvent jouer avec ça. Et puis après ça, bon, on a 2 télescopes sur monture, évidemment aussi. Donc là, c'est nos télescopes à nous, mais les clients peuvent mettre leur appareil photo Ah ouais, sur nos télescopes. mais ils doivent. Et en plus de ça, ouais. Et là, en plus de ça, on a 5 ou 6 appareils photo, je crois, de différentes gammes, mais tout est Canon. Moi, j'ai tous mes objectifs avec moi, donc si les gens veulent un objectif, bah, je leur prête mon objectif. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gens, c'est rare d'avoir des touristes qui ont des très bons appareils photo. Généralement, mon appareil à moi est bien meilleur que ce que la plupart des gens ont. Donc, du coup, il y a vraiment plusieurs types. Certaines personnes veulent vraiment avoir leur photo avec leur matos et ils sont contents, même s'il est moins bonne, mais au moins, c'est eux qui ont fait la photo, ils sont contents. Et certaines personnes, ils sont là juste pour apprendre, ils sont curieux, ils veulent voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Donc, ça dépend vraiment. Il y a vraiment deux profils, je dirais. De personnes, mais donc on peut fournir tout le matos en soi. Et moi, je fournis une carte mémoire à la fin avec toutes les photos qu'on a prises, retouchées de toute la soirée et s'ils veulent même d'autres soirs de choses qu'on a pu voir. Ok. Et donc, pour en revenir, bon, je te demandais un peu comment tu te sentais là-bas, comment tu te sentais accueilli, enfin les étrangers. Comment est la vie sur place? Est-ce que c'est, enfin, c'est le niveau social, enfin, est-ce que c'est cher ou bien
C'est comparable à quoi? Euh, C'est un peu comme les États-Unis ou comme c'est une île, il y a des choses qui sont aussi importées, donc ça peut coûter cher. Enfin, Ça, c'est relativement comparable à chez nous pour la vie au jour le jour, je dirais. Maintenant, il y a certains trucs qui sont moins chers, genre pour acheter une maison, c'est moins cher, les voitures, c'est moins cher. Tout ce qui est alcool, c'est similaire, voire moins cher limite. Les cigarettes, ça coûte plus cher par contre. Et après, si on veut des produits européens, ça va coûter plus cher. Alors, si j'ai envie d'un bon Roquefort ou un truc, ça va coûter cher. Mais après, ils ont d'autres bleus qui ne vont pas me coûter super cher en soi. Donc, ça dépend un petit peu. Moi, j'ai une amie, elle s'est fait construire une maison. Je crois que ça a coûté en euros. Je crois qu'elle a construit pour, attends, je crois que c'est 250 000 euros. Je crois, elle a construit sa maison 4 chambres. Donc, c'est pas si cher que ça. Moi, ma voiture, je l'ai achetée pour. M'a coûté quand même ma voiture. Je crois que j'ai acheté à 3 500 euros, je crois, d'occasion. Donc, il y a moyen d'acheter pour pas trop cher. Mais c'est relativement similaire. Au niveau des soins de santé, ça, c'est très, très bon. J'ai été acheter des médocs une fois, ma boîte de médicaments, ça m'a coûté 5 $, donc ça fait 3 euros. Donc, c'est vraiment très, très bon à ce niveau-là pour les soins de santé. Tout ce qui est les niveaux de vie pour les payes, les salaires sont bons. Et ce qui est vraiment chouette ici, c'est qu'ils privilégient vraiment la vie de famille et le temps libre sur le travail. Donc, ça, c'est quand même très, très agréable aussi. Donc, je dirais que de manière générale, il fait bon vivre ici en temps normal. ouais, bah, c'est bien, tant mieux. Mais justement, alors par rapport à ça aussi, selon toi, enfin, quel genre de voyageur porterait son choix sur la Nouvelle-Zélande? Enfin, quel est un peu le style de tourisme sur place? Mais pour le type de voyageur, il y a de tout. Euh, Moi, j'ai que enfin pas que j'ai quelques locaux, mais j'ai beaucoup de touristes évidemment sur mes tours. Donc ça va, les moins âgés auront 18-19 ans pour les backpackers qui viennent ici. Et puis je peux avoir des clients de 60-65 ans parfois. Donc il y a vraiment de tout et je pense que le pays est assez varié que pour avoir un petit peu tout le monde. Mais il faut quand même que tout le monde aime la nature. Ça, c'est quand même on peut dire un prérequis, mais un petit peu, on va dire. C'est clair que si on n'aime pas la nature ici, on va un petit peu s'ennuyer. Il y a pas de patrimoine, enfin, il y a peu de patrimoine, on va dire. Il y a peu de patrimoine culturel, il y a un petit peu de patrimoine maori, tout ça, mais bon, ça reste assez faible. Il n'y a pas des grandes pièces architecturales comme on a dans certaines grosses villes. Et même au niveau des villes, faut se rendre compte ici que les villes, c'est pas des villes comme nous on l'entend. La plus grosse ville, c'est Auckland. Auckland, c'est 1 million. Et quand on dit 1 million de personnes à Auckland, c'est 1 million, mais en prenant tous les suburbs autour. Donc c'est vraiment, c'est rien du tout comparé à des villes comme New York ou LA ou enfin, d'autres grosses villes. Donc c'est vraiment, il n'y a pas trop cette ambiance de ville. Et même les villes, ça reste des petites villes c'est des villes avec une ambiance un petit peu, on va pas dire village, mais bon, presque. Donc, il faut aimer la nature. L'île du Nord a plus de villes, mais sur l'île du Sud, par contre, ici, il y a rien, enfin, pas grand-chose d'autre à faire, en fait, à part faire des randos. La plupart du temps, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Non, il y a des randos pour tout le monde. Il y a des randos pour les très sportifs de plusieurs jours et il y a des randos beaucoup plus faciles de 1 ou 2 heures avec un dénivelé plat Mm. pour les gens un peu moins sportifs ou quoi. Mais il faut aimer la nature, par contre. Et si jamais, toi qui connais quand même la clientèle de Connection, si tu devais conseiller un circuit, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais pour une première fois en Nouvelle-Zélande? Combien de temps il faudrait partir? Donc, il y a deux options. Donc, comme tu as dit au début, il y a deux îles. Donc, soit il y a l'option on se concentre sur une île. Donc, ça, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. C'est pas mal de se concentrer sur une île, sachant que c'est assez marrant parce que les deux îles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'île du Sud, euh, c'est la Norvège, on va dire. L'île du Nord, c'est l'Irlande. On passe vraiment on passe des collines vertes à des montagnes enneigées, des fjords et des glaciers. Donc les deux îles sont très différentes, donc c'est très difficile de faire un choix, je dirais, parce que les deux îles ont vraiment, vraiment des choses uniques et on ne retrouvera vraiment pas les mêmes activités sur l'une et l'autre. Donc ça déjà, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, il faut se décider un petit peu de qu'est-ce qu'ils aiment et voir l'une ou l'autre.
Si les gens ont du temps, donc du temps, ça veut dire, je dirais, minimum 3 semaines sur place. Si on a 3 semaines ou plus, à ce moment-là, on peut se concentrer, faire les 2 îles. Donc, avec 3 semaines, on n'a évidemment pas le temps de tout faire. C'est petit, mais ça reste grand quand même. Mais on peut faire, par exemple, en 3 semaines, 2 semaines sur l'île du Sud et une semaine sur l'île du Nord. C'est ce que j'ai fait avec ma maman quand elle est venue ici en août. Mais là, on a eu le temps de faire un petit peu tout, un petit peu pas de course, je dirais. Donc, on est parti de Auckland. On est resté une journée là-bas pour descendre sur Hamilton, un petit peu plus en bas, qu'il y a des jardins extraordinaires, des jardins à thème que j'aime beaucoup. C'est un petit peu comme le Plantation, mais ils ont un jardin japonais, un chinois, un anglais, un français, un italien. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Et de ce côté-là aussi, il y a des caves avec des lucioles. Donc, c'est très, très joli à voir et à faire. Et puis de là, évidemment, pour les fans, il faut aller à Hobbiton, évidemment, le fameux village des Hobbits Ouais, Seigneur des qui n'est Anneaux. à ne pas rater. Donc ça, c'est pour les fans. Et Ouais. même pour les non-fans, je pense que c'est quand même sympa. C'est un petit peu une usine à touristes, malheureusement, mais c'est quand même chouette. Enfin, c'est à faire, je pense. Et du coup, de là, on redescend sur Rotorua, Taupo, avec les chutes d'eau. Il y a tout ce qui est source thermale de ce côté-là. Donc là, ça, c'est très, très chouette à faire aussi. C'est un petit peu le Yellowstone, entre guillemets, de la Nouvelle-Zélande. Et alors de là, il y a une rando très très connue, c'est le Tongariro. Donc ça, c'est sur trois volcans, enfin entre 3 volcans. C'est pas très très difficile à faire, mais il faut être en bonne condition quand même. Donc ça, c'est un des volcans. Donc c'est le mont Doom dans Seigneur des Anneaux. Donc c'est ce volcan-là qui est classé comme une des top 10 des plus belles randonnées au monde. Donc à ne pas rater, je dirais. Et alors de là, on peut continuer sur Wellington, faire un petit arrêt à Wellington pour prendre le ferry du coup. Donc soit on prend le ferry ou un avion pour venir sur l'île du Sud. Et alors là, on peut commencer l'île du Sud du coup, qui se fait de plusieurs façons différentes aussi, mais généralement on fait juste une boucle, c'est le plus simple. Et donc là, la côte ouest, c'est les fjords et les glaciers. Donc on peut descendre sur la côte ouest vers tous les glaciers. Il n'y a que 2 ou 3 endroits où on peut traverser les montagnes. Du coup, on est obligé, si on descend, on est obligé de retomber à Wanaka. Donc, c'est une petite ville assez sympa. Puis de Wanaka, on descend sur Queenstown, qui est très, 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 très connu. C'est le hub central du tourisme de l'île du Sud. C'est le hub de l'île du Sud. Queenstown, c'est chouette, il y a du ski à faire ici l'hiver, sinon énormément de randonnées un peu plus loin, etc. Et de là, on peut partir sur les fjords. Donc le plus connu, c'est le Milford Sound. Donc ça, c'est le fjord le plus connu ici. Et alors de Milford, retraverser et du coup remonter sur la côte est. Il y a quelques trucs à faire. Dunedin, qui est une très très chouette ville, qui a la rue la plus en pente au monde d'ailleurs. Tout le monde pense que c'est à San Francisco Ah oui, c'est généralement. vrai. C'est à Dunedin. Tu l'as Très très testé? marrant. Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais, c'est très rigolo. Et puis remonter, on a les manchots ici qui sont très très chouettes à voir. Et donc, et voilà. Puis on remonte tout doucement sur Christchurch. Et puis il faut passer évidemment me voir à Tekapo et venir voir les étoiles ici à Tekapo, évidemment. Ah bah oui, ça, c'est un incontournable aussi, puisque c'est l'endroit idéal pour ce genre de choses. Ouais, Il y a Guillaume Casse qui te dit bonjour, bien sûr. salut Et alors Guillaume. lui, il te demande quel petit coin incroyable recommandes-tu? Un lieu hors du commun qui vaut vraiment la peine. Il faut voir si c'est accessible ou pas. Oh, Pour ce moi, le serait bien plus quand hors du même. commun, ça, en non accessible, le plus hors du commun, c'est mon bureau. Euh, je ne sais pas montrer de photos là, malheureusement, mais donc on est sur donc mon patron, donc comme je dis, c'est un fermier, donc il a 25 000 hectares, je crois, de terre, donc il y a 100 km² de terre, et donc Ouais. j'ai accès libre à ces terres. Donc moi, parfois, je prends mes bottes et je pars et je vais azimut et voilà, je suis tout seul. Et moi, mon bureau, c'est pas accessible, enfin, c'est terrain privé, donc les gens ne peuvent pas y aller. Et on a un petit lac. Il y a plein d'oiseaux qui viennent migrer là. Pour l'instant, on a full oiseaux. Et je regarde le coucher de soleil là. Il y a des soirs où le lac est un miroir et on a le reflet de soleil, enfin le coucher de soleil qui se couche dedans. C'est un miroir. Je suis tout seul. Et ça, c'est vraiment magique. Si je monte en haut de la petite colline à côté, je peux voir toutes les Alpes derrière. C'est magnifique.
Mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais ça, c'est mon petit coin. Moi, j'aime bien aller voir le coucher de soleil là-bas. Sinon, dans les coins accessibles, je dirais aux gens, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les caves avec les lucioles. Donc, à Waitomo, là, il y a moyen de faire de la spéléo dans les caves et d'être dans une grotte souterraine, sur une rivière. On fait de la spéléo et on peut voir les lucioles. C'est pas un endroit secret parce que voilà, c'est un truc touristique, mais Ouais, c'est vraiment c'est magnifique de voir toutes les lucioles dans le noir comme ça. ça vaut la Il y en a peine. des centaines. Ouais, c'est super beau, c'est vraiment chouette. Merci. Une question, enfin, que j'allais te poser aussi, qu'Anaïs pose aussi, c'est pour savoir, au niveau climat, c'est quand la meilleure saison d'y aller? Et puis on imagine, enfin, entre les 2 îles, il y a une différence de climat? Oui, donc il y a une grosse différence. Donc c'est très long comme pays. Donc du nord au sud, il y a beaucoup de degrés, enfin de degrés de latitude, je veux dire. Donc entre l'île du Sud et l'île du Nord, on a une grosse différence. L'île du Nord, c'est euh, presque, peut-être pas dire du méditerranéen, mais tempéré, on va dire. Et l'île du Sud, ça va être tempéré à froid. Donc là, ça commence. C'est assez rare qu'on ait des grosses vagues de froid. Et c'est Mais quel mois il ça fait un assez. peu? C'est inversé Euh, par rapport à chez nous aussi, non? Oui, donc moi maintenant il fait froid, il fait très froid là, il y a le feu ouvert là qui chauffe. Ah oui, d'accord. Euh, mais ça dépend en fait sur l'île du Sud, ça va commencer, il y a genre un mois là, ça a déjà commencé, donc vers, on est quand là? On est en mai, donc vers avril, ça commence jusqu'à septembre, octobre par exemple, plus ou moins, il va encore faire frais. Après ça dépend de ce qu'on appelle froid, quoi, c'est froid, frais. L'île du Nord, ça va être plus ou moins tiède. Genre, il y a pas de neige sur l'île du Nord, sauf en altitude, mais il y a pas de neige. Nous, ici, on va avoir de la neige là bientôt. Et ça descend bien. Là, hier soir, j'avais -3. Ah ouais. Donc, il commence à faire froid. Mais il n'y a pas vraiment de bonne saison, je pense. Chez Connections, vous savez que moi j'aime bien voyager l'hiver. Je pars aux États-Unis souvent l'hiver, donc moi j'aime bien la neige. Du coup, moi je trouve que c'est magnifique. Ma maman est venue en août, donc en plein milieu de la saison d'hiver. Il faisait froid, mais c'était supportable. En journée, il faisait bon, il y avait un 10 degrés en journée, avec une bonne laine, ça va. Et la nuit, bon, la nuit, il fait froid, mais on se couvre. Et par contre, c'est magnifique parce qu'il y a de la neige partout et on peut faire toutes les activités hivernales. On peut faire du chien de traîneau, ski, snow, on a toutes les activités diverses. C'est très, très chouette. Et c'est beaucoup plus beau et il y a moins de monde. L'été, du coup, c'est beau aussi, évidemment. Tout est en fleurs, surtout à Tekapo, ici, le lac est connu pour les lupins. On a des champs de lupins au bord du lac, ce C'est qui est quoi ça? Moi, je sais pas magnifique. ce que c'est des lupins. C'est des fleurs Ce sont des qui fleurs. vont du mauve, rose, jaune, mais elles sont en fleurs pendant 4 semaines et puis il n'y a plus rien. Donc c'est seulement quelques semaines par an et c'est vraiment magnifique. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau l'hiver, avec les montagnes enneigées. Pour moi, c'est le plus beau. Mm. Euh, mais ce qu'il faut éviter, je dirais, c'est le mois d'octobre, novembre. Généralement, il pleut tout le temps en octobre et en novembre. Nous, on a eu des inondations ici en novembre. Il y a toute l'île qui a été inondée. Donc, le lac ici est monté de 3 mètres en une semaine. Et donc, tous les barrages de la région étaient pleins. Il y a beaucoup de villes qui sont fait inonder aussi. Et donc, toutes les routes étaient coupées, par exemple. Donc, on ne savait plus voyager dans le pays, enfin, sur l'île. Donc, des gens qui ont dû prendre des hélicoptères pour aller chercher leurs avions à Christchurch, etc. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu le bordel. Ouais. Mais donc, voilà. Donc, je dirais à éviter octobre-novembre. Euh, Ok. et encore. Mais je dirais peut-être ça à éviter. Mais sinon, le reste, ça dépend un petit peu si on aime le chaud ou le froid. Mais Ok. moi, le froid, ça me fait pas peur en tout cas. Moi, j'aime bien. D'accord. Euh, Maintenant, pour parler encore enfin, d'un autre sujet, puisqu'on est quand même tous concernés par ça, nous aimerions bien savoir un peu comment ça se passe, le confinement en Ah, Nouvelle-Zélande. Si tu peux Le, nous en dire. le fameux. Ben oui. Euh, Mais donc ici, ça se passe bien. Pour ceux qui suivent un petit peu les nouvelles et les chiffres, tout ça, ils auront peut-être vu qu'Australie, Nouvelle-Zélande se portent bien. L'Australie, je ne sais plus combien de cas ils ont, mais je crois qu'ils ont 6000, ce qui est pas beaucoup pour un pays aussi grand. Nous, ici, on a 1000, 1500 cas maintenant.
avec seulement 20 décès, donc on s'en sort bien. Mais la Nouvelle-Zélande a frappé, enfin a agi plutôt, on va dire, très tôt et très fort. Donc ils ont fermé les frontières attends, c'est quand je suis rentré quand? Non, en mars. Mi-mars, ils ont fermé. Et donc, les premières personnes à arriver, on pouvait, les frontières n'étaient pas fermées, mais pendant quelques semaines, les personnes arrivaient, mais ils devaient se Mhm. mettre en isolation 2 semaines avant de commencer à voyager. Et forcément, ben, les gens ne font pas ça, parce que vu que les gens ne respectent pas les règles, hein. Mais par contre, ici, ils sont très, les Kiwis, ils sont très, on va pas les dire jusqu'à ce qu'ils sont racistes, mais ils sont très patriotiques, on va dire, et ils protègent leur pays parce qu'ils savent que c'est une île, et une île, ben, si jamais il y a une merde, ça part vite. Donc ils sont très ici, avec presque, peut-être pas aller dire jusqu'à une Gestapo, mais presque. Il y a enfin, il y a plusieurs touristes qui se sont fait report par Mhm. des locaux, et qui se sont fait embarquer par la police, et ils ont pris un vol retour, par exemple. Donc les Ah Kiwis ouais. ont dénoncé à la police des gens qui ne respectaient pas le confinement, parce que c'est tous des petits villages, donc on sait très bien quelle voiture est à qui, et donc ils voient bien s'il y a une voiture qui n'est pas là, ils savent qui habite où, il y a des maisons en Airbnb, etc. Donc ils savent bien qu'il y a, et s'ils voyaient qu'il y avait des gens qui arrivaient, ben, c'était la police. Alors s'ils avaient respecté le confinement, bon, ben, c'était bien évidemment, mais il y en a aussi pour toutes les activités. Il y a des gens, quand ben, sur les glaciers, on fait des vols en hélicoptère, et les opérateurs, ils demandaient parfois le passeport avec la date de cachet d'entrée. Et s'ils voyaient, donc il y a des touristes chinois, je pense, qui n'ont pas respecté, donc ils ont vu, donc ils ont fait le tour en hélicoptère, et une fois qu'ils sont redescendus du glacier, ben, il y avait la police qui les attendait, ils ont pris un vol retour à la maison. Du coup, ils ont frappé très fort, très tôt, et donc on a réussi à tout contenir, mais ils ont vu un peu plus large, on va dire. Donc on a eu 4 semaines en niveau 4. Donc niveau 4, c'était tout le monde à la maison. En gros, genre, tout était fermé, tout le monde à la maison, toutes les frontières sont fermées. On a eu 2 semaines en niveau 3 après, non, 3 semaines, je crois. Donc, niveau 3, en gros, c'est la même chose. Genre, c'est plus un truc théorique, genre on était en niveau 3, mais au final, bah, tout le monde était à la maison et on ne travaillait pas non plus. Et puis là, maintenant, ça fait une semaine que je retravaille, qu'on est passé en niveau 2. Au niveau 2, bon, bah, tout est nouveau à la normale. C'est Mhm. juste qu'on garde des mesures, enfin des distances. Et On se lave un petit peu plus. les écoles aussi sont Oui, réouvertes? les écoles ont ouvert, tout est de nouveau ouvert. Je crois qu'ils font une exception pour les bars. Je crois qu'ils réouvrent petit à petit, mais tous les restaurants ici sont ouverts. Mais les restaurants, par exemple, bah, c'est une table sur deux, ils n'ouvrent pas à full capacité. Donc il y a une table sur deux qui peuvent servir. Donc tout est presque normal, il y a juste que les frontières sont toujours pas ouvertes. Donc ce qu'ils vont faire ici, c'est le Trans-Tasman Bubble, donc c'est une bulle Tasman, donc entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc dans quelques semaines, il y aura des vols, mais uniquement Australie-Nouvelle-Zélande, et tout le reste sera toujours fermé. Du coup, vu que je rentre dans normalement 2 ou 3 semaines, ben, je sais pas quand je vais pouvoir revenir. Ça sera un petit peu la surprise. Mais donc, ce sera ouvert pour l'Australie, vu ils sont copains-copains avec les Australiens. Mais sinon, tout est quasiment à la normale. J'étais en ville cette semaine, et bah, c'est juste que quand on va dans les magasins, bah, ils demandent, il y a des petits produits désinfectants là, pour les mains. Donc, je suis lavé les mains 14 fois en 30 minutes. Et sinon, oui, non, c'est assez normal ici. Et donc, on a plus de cas, enfin, on n'a plus de nouveaux cas, je veux dire. Donc, ça, tout est plus ou moins contenu, quoi, on va dire. Ici, ça va. Et tu discutes quand même, je veux dire, bon, comme dans ton travail, les gens que tu as, tes clients, ce sont des gens enfin, qui habitent la Nouvelle-Zélande Euh, ma- pour maintenant, oui. l'instant. Parce Il y a que encore, on a encore quelques backpacks. ma question, c'est pour te demander, en fait, si aussi, vu que bon, tu peux toujours travailler, donc, mais est-ce que tu discutes avec des locaux, tu vois un peu dans quel état d'esprit ils sont par rapport à ça, comment ils voient un peu les choses après, une fois que Et ça va pouvoir. on discute entre nous ici, mais ici, il n'y a presque pas de locaux, c'est quasiment que des expats. Moi, j'ai mon Ah patron oui, qui est kiwi. Ici, on n'a que d'accord. des expats en ville. Donc, je dirais en temps normal, on a 85%, on va dire, d'internationaux, on a 10-15% de locaux. Là, maintenant, on a presque plus de clients, même si je retravaille, mais en soi, on n'a presque pas de clients. Euh,
et ils savent pas parce que la ministre elle est très sévère, on va dire. Et il y a un petit peu les deux écoles. D'un côté, ils sont très contents que la ministre a tout fermé et a préservé le pays. Donc humainement, ça se passe très bien. On n'a presque pas de dégâts. Mhm. Donc humainement, ça va. Mais maintenant, sur le plan économique et autres, il y en a qui s'en sortent bien, mais comme en Belgique, j'imagine, dans tous les pays au monde, il y a des centaines, voire des milliers de Ouais. licenciements. Ouais. Et non, le problème ici, c'est qu'il y a des villes comme nous ici, on dépend quasiment uniquement du tourisme. Donc, en supprimant le tourisme, en gardant les frontières fermées, c'est des villages entiers en fait qui vont disparaître parce qu'il y a des écoles. Maintenant, nous ici, on a une école, mais on a une école, il y a 30 élèves, il y a une classe. Du coup, si les gens partent, il n'y aura plus que 10 ou 15 élèves. Il y a peut-être les écoles du coup, qui vont devoir fermer, mais du coup, s'il n'y a pas d'école, les gens ils ne peuvent pas non plus rester. Si une fois que l'école ferme, ils ne savent pas rester, même s'ils ont encore un taf, ils ne savent pas rester parce qu'ils doivent mettre leurs enfants à l'école. Du coup, ils vont partir aussi. Donc, il y a tous des villages entiers qui vont peut-être disparaître. Il y a des hôtels déjà qui ferment, il y a des hôtels qui ferment en sachant qu'ils ne vont pas réouvrir. Nous, nos concurrents directs, ils sont là depuis 15 ans. C'est une très grosse boîte. Donc, eux, ils sont fermés pour au moins 1 an, voire 2 ans. Donc, Mhm. ça, je dirais, ça, c'est des vrais kiwis. Par contre, donc, eux, je dirais que les vrais kiwis, ils voient ça sur du 1 ou 2 ans de fermeture quand même. Donc, Bah oui, c'est mais pas, c'est pas enfin, je t'interromps, excuse-moi, mais tout à l'heure, tu parlais des backpackers, tout ça, mais eux aussi, justement, ceux qui sont ici, comment ça se passe alors avec leur visa, si jamais les visas risquent d'expirer, etc. Comment il y a quelque chose qui est organisé pour eux? Oui, donc juste avant le confinement, il y a eu tous les vols de rapatriement. Donc, il y a le gros qui est rentré à la maison. Et ceux qui sont restés, ils ont des visas prolongés. Donc, le gouvernement a prolongé tous les visas, mais ils en donnent pas de nouveaux. Du coup, ça, c'est assez embêtant pour certaines personnes. Parce que donc, le visa le plus connu, c'est le Working Holiday Visa, que certaines personnes ont. Enfin, il y en a beaucoup qui en ont. Mais c'est jusqu'à 30 ans pour les Belges. Et du coup, il y a des gens où c'est leur 30e année. Et du coup, ils vont dépasser cette 30e année. Donc, ils ont un petit peu peur qu'ils ne pourront plus le faire parce que là, on ne peut plus faire de nouveaux visas. Mais pour ceux qui sont ici, tous les visas sont prolongés. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Le problème, ça va plutôt être pour trouver du taf. Parce qu'ils sont comme je disais, ils sont très patriotes. Du coup, le taf, ça va d'abord aux Kiwis et ensuite aux étrangers. Ils vont pas donner un taf à un étranger si un Kiwi a besoin du boulot. Du coup, les étrangers, ils font le taf que les Kiwis n'ont pas envie de faire. Euh, et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que tous les petits boulots seront pris par des Kiwis et tous les backpackers, s'ils n'ont plus de travail, donc là maintenant, ils vont aller chercher des fruits. Donc là, il y en a qui partent, mais par exemple, il y a le très gros hub, comme je disais, c'est Queenstown, mais là, Queenstown, c'est une ville fantôme maintenant. Et donc, tous les backpackers sont en train de quitter Queenstown parce qu'il Ouais. n'y a plus de travail et ils ne savent plus rester, mais il y aura pas assez, il y a déjà pas assez de travail pour tous les Kiwis. Il y a plein de licenciements, donc il y aura pas assez de travail pour tous les backpacks. Donc, Mhm. ce sera assez problématique pour eux. Ouais, ouais. Et alors, pour terminer, hein, ça passe vite, il y a tellement de choses Ouais. à raconter. Je voulais juste aussi te demander, toi, comment tu te sens? Tu es quand même loin de chez toi. Bon, je sais bien que tu aimes bien voyager, mais voilà, comment tu te sens? Moi, je dirais que ça va. Je dirais que ça commence à devenir un petit peu long. Ça fait la dernière fois, donc je suis rentré en Belgique pour l'été. Donc je suis revenu, donc je suis ici depuis fin juillet. Donc je dirais que ça commence à devenir un petit peu long. Et ce qui est surtout dur, Ouais. c'est pas être avec ses proches dans des moments difficiles comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai quand même envie de rentrer en Belgique pour être près de ma famille. Ah ouais. Mais sinon, de manière générale, je dirais que ce qui est surtout dur, c'est de pas bosser en fait, parce qu'ici il y a rien à faire et du coup si jamais je travaille pas et comme en plus j'ai la chance que mon travail c'est ma passion, si je peux pas travailler, je fais pas ma passion et du coup parfois c'est vrai que je me demande un petit peu qu'est-ce que je fais ici si j'ai pas ça, j'ai rien d'autre après à côté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que oui, certes, c'est peut-être super beau, sauf que moi, la randonnée, j'ai déjà fait 15 fois en attendant, donc je commence un petit peu à la connaître par cœur. Ouais, Du ouais. coup, oui, c'est super beau, mais il y a un moment donné où j'ai fait toutes les randos, enfin, je connais. Du coup, dès que je peux être dehors et que je suis avec les étoiles, c'est le meilleur endroit au monde et je passe des nuits entières dehors à voir les étoiles.
Mais après, quand je ne peux pas travailler et que je suis obligé de rester comme ça à l'intérieur à rien faire, tu es là, tu passes ton temps à jouer des jeux vidéo, regarder des séries sur Netflix et tu tues le temps. Et c'est vrai que tu te dis, bon, c'est un petit peu loin de la maison pour tuer le temps. Mais sinon, de manière générale, je dirais que ça va. J'ai la chance d'avoir un boulot que j'adore, donc ça, c'est quand même top d'avoir ça. Mais écoute, sache quand même, hein, on est tous solidaires là-dedans, hein, parce que bon, il y en a qui ne s'en Ouais. rendent pas toujours compte, ça dépend des pays. Et en tout cas, tiens bon, moi je dis, il y a l'espoir, tant que, voilà, de toute façon, il faut juste suivre un maximum les règles, hein, et si on fait ça tous ensemble, on va bien en sortir de ce truc-là. Et on pourra C'est une venir question de voir, temps. peut-être te voir en Nouvelle-Zélande et tu nous feras rêver avec tes étoiles, hein, déjà qu'on en a un peu dans les yeux, dans Ça la sera avec tête. plaisir, ça. Voilà. Mais garde courage en tout cas. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de te revoir, Xavier. C'est assez Merci, moi inédit aussi. de cette manière-là, mais ça fait partie de la vie et c'est chouette aussi. Et voilà, on voulait vraiment te remercier d'avoir accepté de faire ça avec nous aujourd'hui. Et on reste en contact, hein, de toute façon. Voilà. Avec plaisir. Bonne chance à vous Et aussi. Je sais que oui, c'est le bonne but chance du à jeu. toi aussi. Et cross fingers. À Yes, bientôt. on va décompter les jours. Bisous, Oui. hein. Bisous Salut. à Xavier. Ciao, hein. Merci.